Et ça, c'est déjà beaucoup, C'est à quelle heure? parce que c'est à 15h25. Ah oui. Voilà, bonjour à toutes et à tous. On va démarrer d'ores et déjà avant que le live ne se mette en route. Merci d'être ici au CIPCA pour cette troisième édition, pour une table ronde un peu spéciale, qui est co-organisée par l'association BBCA et le C3D, le Collège des directeurs du développement durable. Nous saluons les présidents de ces deux associations, Monsieur Stanislas Potier et Monsieur Fabrice Bonifay, que l'on peut applaudir. Messieurs, merci. C'est à vous que l'on doit l'organisation de cette table ronde qui est la première de toute l'histoire du CIPCA à être retransmise en direct sur LinkedIn. Voilà, donc pour celles et ceux qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui, ils peuvent se connecter. Et c'est une table ronde de la série Le sens et l'action, signée C3D. Alors nous avons un thème légèrement ambitieux pour la quarantaine de minutes qui nous occupe. Quelle ville demain pour quels impacts? Vous allez donc être séquestrés dans cette salle jusqu'à environ 20 heures. Ensuite, nous procéderons à un devoir sur table pour celles et ceux qui sont à distance. Vous pouvez répondre via un formulaire dont le lien vous sera indiqué plus bas. Et plus sérieusement, pour parler de ce thème, nous sommes heureux d'accueillir 3 intervenantes et intervenants. Je vais commencer par ma droite avec Olivia Conil-Lacoste. Olivia, vous êtes directrice RSE de Bouygues Immobilier, présidente du Conseil international biodiversité et immobilier, le CIBI, et enfin membre du C3D. Tout à ma gauche, à votre droite, sur votre écran, Maude Cobet. Vous êtes architecte, membre de l'Académie d'architecture, et vous dirigez un cabinet qui s'appelle Maude Cobet, architecte. Et enfin, last but not least, Franck Boutet. Vous êtes dirigeant de l'atelier Franck Boutet, dont vous êtes fondateur et vous êtes par ailleurs Grand Prix national de l'urbanisme. Et nous vous en félicitons encore. Alors, on va démarrer d'abord par une réaction qui a eu lieu de la part de nos intervenants lorsque nous avons évoqué ce thème, quelle ville demain, pour quels impacts, par un peu d'histoire. Alors on ne va pas aller chercher dans la préhistoire, mais dans l'histoire contemporaine de l'architecture et de l'immobilier. Et Franck voulait dresser à grands traits les grandes étapes qui, de l'énergie, du carbone et du vivant, ont jalonné les dernières années. Franck. Ah oui, alors zut, j'avais oublié que c'était ça la question principale de la table ronde, Ça sur commence fort. quelle ville demain, pour quels impacts. Non, en fait, je voulais y revenir parce qu'en fait, on va pas mal parler de la question du vivant et de la dimension du vivant en ville. Et je voulais dire qu'elle arrive assez tardivement dans la petite histoire de la prise en compte des questions environnementales dans le monde de la construction et de l'aménagement. C'était surtout ça le panorama que je voulais faire. Pour dire que, en gros, les questions environnementales arrivent dans le monde de la construction et de l'aménagement, d'abord la construction d'ailleurs, il y a à peu près une vingtaine d'années. Ça arrive tout début des années 2000, comme quoi ça prend du temps, hein, parce que vous avez tous en tête que tout ça démarre en 1968 par le fameux rapport du Club de Rome, et que ça met de 1968 à 2000 pour arriver et être une réalité concrète dans le monde de la construction. Et sur cette bonne vingtaine d'années, en fait, on fait d'abord quoi? On s'intéresse, alors on parle beaucoup de développement durable, mais quand on parle de développement durable, finalement, on réduit assez vite la question à la question environnementale. Il n'y a pas que ça, pourtant, dans la question de la durabilité. Quand on parle d'environnement, on se met à réduire, enfin, on réduit assez vite la dimension à l'énergie. Quand on parle d'énergie, à la thermique, etc. Et on va dire que pendant plus de 15 ans, on fait surtout de l'optimisation énergétique. Comme si c'était la seule dimension de la durabilité. Et on fait pour dire aussi qu'on se trompe peut-être un peu de sujet, c'est qu'on fait de l'optimisation énergétique sur quoi? Sur la construction neuve, dont on sait en France que ça ne représente rien. C'est-à-dire en gros moins de 1% de renouvellement de la ville par an, même 0,85 aujourd'hui. Donc quand on s'intéresse à l'énergie dans les bâtiments neufs, énergie qui pèse déjà pas très lourd dans la construction neuve parce que c'est encadré par des réglementations thermiques depuis 1974, finalement, on s'intéresse à un micro-sujet sur un micro-périmètre qui est le neuf. Ça dure 17 ans. Donc, on fait de la suroptimisation marginale du coup, on consacre 99,9% des moyens sur 0,1% du problème. Bon, c'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire en environnement. En environnement, il faut plutôt essayer d'attaquer les grosses masses et de savoir ce qui a un effet important, et donc quels sont les moyens, le levier, et quels sont les impacts sur les masses importantes, et pas faire de la suroptimisation marginale. Bon, heureusement, déjà arrive, il y a à peu près 7 ans,
et devient pratique courante la question du carbone. Donc enfin, on rajoute une deuxième dimension à l'énergie, on rajoute le carbone. Le carbone arrive de différentes façons. Il y a un cahier des charges un peu disruptif qui est celui de la Solideo. Quand même, il faut reconnaître à la Solideo le fait d'avoir mis pour la première fois des budgets carbone dans la construction d'une manière assez radicale. Ça a fait peur à tout le monde. D'abord, les coûts de construction évalués en milieu de concours sur le premier gros sujet qui était le village des athlètes. On arrivait à des trucs stratosphériques à 7 000 € du mètre carré parce que personne ne pensait qu'on pouvait faire des bâtiments à 600 kg de CO2 par mètre carré. Bon, heureusement, ils sont sortis un peu moins chers. Donc, on traite du carbone. Ça émerge donc il y a 7 ans, ça devient quotidien il y a 5 ans, et on arrive à un point de basculement qui, à mon avis, est très important, enfin qu'il faut dater là aussi, c'est en gros les crises. Crise sanitaire d'abord, donc 2020 évidemment, et puis l'été caniculaire, l'été de 2022. Moi j'aime bien dire, avoir vécu l'été 2022, c'est s'être pris un rapport du GIEC en pleine figure. Et en gros, que ce soit la crise sanitaire ou l'été 2022, et comme on a vu après que l'été 2023 ressemblait pas mal à l'été 2022, c'est finalement des effets systémiques en chaîne. C'est épisodes caniculaires répétés, stress hydrique, appauvrissement des forêts, chute radicale des rendements agricoles, augmentation évidemment, guerre en Ukraine, donc augmentation drastique du coût de l'énergie. Et en fait, du coup, c'est pour ça que je dis s'être pris un rapport du GIEC en pleine figure, mais on peut aussi dire que ces crises, finalement, c'est une forme d'incursion du futur dans le présent. Et je pense que les choses ont changé en 2022. Pas assez, on va y revenir après, elles changent dans les discours, peut-être pas assez dans les actes, on pourra revenir sur ce sujet. Mais en tout cas, on a compris que les dynamiques étaient présentes, les changements étaient en cours, et que certes, il fallait continuer à réduire la consommation d'énergie, il fallait réduire drastiquement l'empreinte carbone, mais ça ne suffisait pas. Il faut se préparer à l'avenir, il faut se préparer à demain, et simultanément à ces deux premières stratégies sur l'efficacité énergétique et la réduction de l'empreinte carbone, qui sont des stratégies d'atténuation, il faut penser l'adaptation des villes, des territoires, des bâtiments sur lesquels on est. Premier sujet déjà sur le taux de renouvellement de la ville extrêmement faible à 0,85 par an, ça dit en gros que la ville de demain, si on veut déjà répondre à cette question, c'est essentiellement la ville existante. Et la métrique que vous connaissez maintenant, puisqu'on projette 0,85% sur les prochaines années, vous savez, on dit en moyenne nationale, 80% des bâtiments de 2050 existent déjà aujourd'hui. Sur les territoires où il n'y a quasiment pas de foncier, pas d'opération, pas de neuf, comme Paris Intramuros, c'est même 95% des bâtiments de 2050 existent déjà aujourd'hui. Une fois qu'on a dit ça, on se rend compte à quel point il faut travailler sur l'existant. Mais évidemment, la question subsidiaire qu'il faut se poser, c'est OK, donc combien de ces bâtiments qui existent aujourd'hui et qui existeront pour 80% en 2050 sont-ils adaptés aux conditions de 2050 ? La réponse est quasi zéro. Donc il y a un vrai chantier simultané de l'atténuation. Attention, parce que par contre, l'adaptation, ça prend tellement bien que tout le monde est en train d'oublier l'atténuation. Donc simultanément à l'atténuation, il faut en même temps préparer, adapter les territoires, etc. Ce que je viens de vous dire sur la métrique sur les bâtiments, c'est aussi vrai pour les espaces publics et les infrastructures. Donc retenons, 80% des bâtiments, des infrastructures et des espaces publics de 2050 existent déjà aujourd'hui, et quasi aucun n'est préparé à demain. Donc c'est quoi la ville de demain ? En France en tout cas et en Europe, ça ne vaut pas, ce que je suis en train de dire ne vaut pas dans des pays en très forte croissance démographique où il y a une histoire urbaine très récente. Mais donc retenons ça pour ce qui nous concerne, donc France et Europe. Et donc ça veut dire que la ville de demain, c'est essentiellement les territoires de demain sont essentiellement les territoires d'aujourd'hui, juste adaptés, réparer d'une certaine façon. J'aime bien cette idée de la réparation. Nous sommes en train de réparer des erreurs d'aménagement, des erreurs de construction, des erreurs d'architecture, etc. Donc nous sommes plutôt aujourd'hui devenus des soignants des territoires, les acteurs de la ville, et nous prenons soin pour adapter aux conditions de demain. Voilà pour le petit panorama. Je ne suis pas revenu vraiment jusqu'à 1968, même si j'ai quand même osé le dire, mais voilà pour le petit panorama. Donc on est en train d'avoir une approche un peu plus multicritère, un peu plus globale, et je vais finir là-dessus. La question de l'adaptation, elle porte sur les bâtiments, mais elle porte aussi et peut-être avant tout sur les vides en ville. Voilà pourquoi je voulais revenir à ça. Sur les vides en ville,
Et donc, il y a un nouvel intérêt aujourd'hui qui émerge par le levier de l'adaptation sur les vides. Il faut adapter les vides. Les vides sont essentiellement en plus des espaces publics. Les espaces publics, c'est les espaces du commun et c'est en même temps la chose publique. Du coup, c'est là où interviennent majoritairement les acteurs publics. Donc voilà le basculement aussi où il faut réenchanter la ville, adapter essentiellement par la transformation et la réparation de ces vides, comme armature écologique primaire des villes. Voilà, stop. Merci beaucoup, Franck, pour cette historique. On va essayer de le synthétiser. Vous avez jeté un pavé, si je puis dire, en parlant de 1968, et puis nous parler de l'énergie qui finalement avait un impact relativement limité en se concentrant sur une toute petite partie du sujet. Le carbone est venu bousculer un peu tout cela il y a 7 ans et le CIPCA il y a 3 ans. Et puis maintenant, cette logique d'adaptation qui ne doit pas se faire au détriment de l'atténuation en réparant les villes dans ses pleins, dans son bâti, mais aussi dans ses vides qui sont finalement pleins de vie, notamment de vivants. C'est le sujet qui a émergé et je n'y suis pour rien, je vous l'assure. Et donc on va voir 3 brèves présentations. On va recommencer par vous tout de suite, Franck, car je crois que la zapette, si elle fonctionne, et en général c'est toujours comme ça, c'est au moment où on en a besoin qu'elle nous fait défaut. Waouh, ça y est, génial. On va avoir quelques exemples, chacun 5 minutes, et puis ensuite on va échanger autour de ces enjeux. Alors je rappelle que c'est le défi majeur de ce genre de prise de parole, c'est de respecter le timing. Voilà, le diapo est en ligne. Franck, c'est à vous. Ah, mais j'avais pas prévu de parler de mes projets, moi. Non, enfin, si on parle de la question de la réparation, hein, oui, on va les passer. Mais en fait, celui-là, il est assez marrant parce qu'il est assez. Enfin, on remet juste Voilà, le niveau d'avant. Il est assez ancien. On avait eu l'occasion de travailler sur le projet de la ville nouvelle de Zenata, au nord de Casablanca, avec Bernard Reichen. Et on s'était dit comment, puisque alors c'est une ville nouvelle, on peut se dire on ne fait pas des villes nouvelles, mais au Maroc si on fait des villes nouvelles, donc on ne va pas rentrer dans le débat là tout de suite, mais en tout cas on s'était dit sur quelle base fonder une ville nouvelle. Évidemment, historiquement on fonde essentiellement historiquement dans la période récente, on fonde essentiellement sur l'armature de la trame Vierre. C'est ça qui va organiser les villes, malheureusement. Et là, on s'est dit, alors vous voyez quand même qu'il y a une armature de la trame Vierre parce qu'il y a quelque chose d'orthogonal qui existe. On est si vous connaissez pas l'endroit, là, on est au bord de la mer. L'orientation, c'est plutôt celle de l'image de gauche, même si l'image de droite, on l'a remise à plat. Donc au nord, c'est la mer. Et on s'est dit, ça serait intéressant de pouvoir installer finalement faire une fondation de la ville en créant une armature de fraîcheur. Qui combine alors, il y a 3 ingrédients pour faire de la fraîcheur de manière gratuite en ville. En gros, la surface d'échange, donc les arbres. Vous savez, c'est l'exemple du linge qu'on trempe dans une bassine d'eau et qu'on met à une fenêtre. Le linge, c'est une surface d'échange. L'eau, c'est ce qui va faire du changement d'état liquide, vapeur, donc réaction endothermique. Et il faut du vent. C'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Les villes aujourd'hui ont été construites sans considération par rapport au vent. Et il n'y a plus de brise rafraîchissante dans la ville. Or, sans brise, finalement, il n'y a pas le moteur du rafraîchissement adiabatique passif. Et donc, voilà, cette histoire du linge là qu'on trempe à une fenêtre, elle marche bien. Si vous la mettez sur le mur, le linge sur le mur, il ne se passe plus rien. Donc, on s'était dit, ça serait intéressant de fonder la ville par cette armature végétale, cette armature de fraîcheur qui va lui donner sa capacité de robustesse, de résilience au changement climatique. Ça, c'est un projet de 2010-12, hein, donc c'est assez ancien, c'est assez précurseur par rapport à ces questions. On est dans l'époque fin énergie, début carbone. Un peu même avant début carbone. Mais avant, mais ouais, parce que j'ai parlé de la tendance un peu lourde, après il y a quand même des projets. Et donc, voilà, on dessine la ville finalement avec les vents et on combine la trame végétale, la présence de l'eau et les vents pour installer cette trame fraîche. Bon, après, ce qui est assez intéressant aussi qu'on voit apparaître là dans ces 2 images, la grande image avant et ici, c'est que il faut absolument, ça c'est un vrai sujet sur les enjeux d'adaptation et la question du vivant dans les territoires. En fait, tout ça, ça se joue essentiellement dans la continuité. Donc, ce que dit aussi les stratégies, ce que disent les stratégies d'adaptation, c'est qu'il faut vraiment travailler de façon extrêmement cohérente à toutes les échelles.
moi j'aime bien dire même de la géographie à l'intime, c'est-à-dire que la question de la brise rafraîchissante, c'est à la fois une question du bassin géographique dans lequel est installée une ville, ça pose la question de la forme de la ville, ça pose la question de la forme des espaces publics et de leur nature, ça pose la question des morphologies bâties, ça pose la question des épaisseurs des bâtiments, du caractère traversant ou pas, de la capacité à avoir des façades opposées pour faire de la ventilation, etc. Bon, et si on parle de la dimension du vivant, on peut le traiter évidemment à toutes les échelles. Là, c'est un travail qu'on avait fait avec l'agence Leclerc et Base, les paysagistes, sur une étude préalable à la révision du SCOT de Montpellier. Donc là, c'est très grande échelle, c'est une métropole entière. Métropole de Montpellier soumise à des risques systémiques. Et on s'est dit, c'est pas une fatalité, mais risque systémique, c'est tout. Salinisation des nappes, feux de forêt, stress hydrique, etc. On a pris ces risques à la source et on a identifié que les risques en fait étaient les conséquences d'altération de cycles écologiques. J'ai parlé de la continuité, donc des cycles écologiques cassés par des décisions d'aménagement. Une fois qu'on avait mis ça en place, on a dit il faut travailler le territoire et mettre tous les acteurs ensemble dans leur capacité finalement à restaurer des cycles écologiques. Et les feuilles de route données à l'ensemble des communes de la métropole, c'est restauration des cycles. Donc c'est une approche vraiment du territoire comme bien commun, ou ce qu'on pourrait aussi appeler la question de la biorégion. Donc là, voilà encore une dimension finalement de l'incursion, de dimension dynamique, vivante, l'eau, la pluie, etc., enfin le végétal dans la façon de refaire projet. Et puis ça, c'est un dernier projet qui est, c'est pas un projet d'ailleurs, c'est plutôt un guide de transformation de la rue ordinaire en rue commune. On a fait ça avec l'agence Richer et Léonard dans le cadre de la réponse à l'appel à commun lancé par l'ADEME. Et en fait, c'est une boîte à outils pour transformer la rue ordinaire. La rue ordinaire, c'est celle qui combine tous les effets d'inadaptation dessinés par et pour la voiture, comme je le disais tout à l'heure. Et la petite métrique, c'est qu'on avait vu qu'à Paris, il n'y a pas beaucoup d'espace vide, parce que c'est une ville dont l'empreinte au sol est extrêmement remplie. 68% du territoire parisien est bâti, donc il reste 32% de vide. Et en fait, sur ce 32% de vide, la partie publique-privée, je ne l'ai pas en tête, mais en gros, il y a 80% du vide qui est dessiné par et pour la voiture. Dessiné par et pour la voiture, ça veut dire imperméabilisé, minéralisé, pas de présence végétale, cycle de l'eau rompu, revêtement évidemment propice à l'îlot de chaleur urbain, etc., etc., et avec les problématiques de qualité de l'air et de sanitaire, etc. On s'est dit, bon, il faut redonner ça juste. Alors, 80% d'ailleurs de l'espace vide à Paris qui est dessiné par et pour la voiture, qui n'assure plus que moins de 10% des parts modales. Donc, il faut redonner la place à la voiture qu'elle mérite par rapport aux parts modales qu'elle assure. Ça ne veut pas dire supprimer la voiture totalement. Mais une fois qu'on lui a redonné sa juste place, finalement, c'est comme si on redécouvrait un foncier captif à partir duquel on peut repenser l'adaptation, c'est-à-dire retrouver de l'espace pour retrouver de la pleine terre, pour restaurer le cycle de l'eau, pour retrouver une présence végétale et pour inverser finalement tout ce phénomène. Donc la rue commune, l'objectif est qu'elle devienne le commun de la transformation des rues ordinaires dans l'objectif donc d'adapter la ville. Puis après, je vais arrêter de parler parce que je pense que sinon je vais exploser tout le temps. Donc on va écouter quand même. On va écouter, mesdames. Merci beaucoup, Franck. C'est extrêmement riche et vous l'avez dit, 0,85% de renouvellement du territoire par an, la nécessité de décloisonner l'approche de la géographie à l'intime, avec cette notion de commun qui nous interpelle sur ce qui est public ou ce qui est privé, en tous les cas, ce qui bénéficie au plus grand nombre, quelle que soit sa maîtrise d'ouvrage. Il y a une échelle qui est très importante et qui va relier, entre autres, nos deux intervenantes, c'est celle de l'îlot bâti. On peut être dans l'intime avec un îlot bâti. Et pour en parler, je vais laisser la parole à Olivia Conil-Lacoste de Bouygues Immobilier. Il faut appuyer sur le vert pour avancer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé du vent pour éviter que la ville nous brise. On peut appuyer encore pour avoir la partie d'après. On a parlé de l'eau, du sol, du végétal. Et on arrive tout de suite sur un îlot bâti. Olivia, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors moi, je voulais abonder sur tes propos, Franck, parce qu'on prenait la parole ce matin sur les attentes des investisseurs en termes de bas carbone, et je crois aujourd'hui que c'est établi et c'est absolument... voilà, c'est sûr que le monde de l'immobilier doit continuer à lutter pour l'atténuation. Mais on a fait une enquête avec Bouygues Immobilier aussi auprès des collectivités, auprès d'une trentaine d'élus,
Allô demain, ici la ville, qui montrait aussi qu'aujourd'hui, les élus, ils s'inquiètent sur cette ville de demain pour qu'elle reste fraîche et qu'elle reste sèche. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le Nord-Pas-de-Calais, vous avez vu ce qui s'est passé à Marseille. Et on a une conviction dans l'immobilier, à la fois au sein de Bouygues Immobilier, mais aussi du CIBI, dont tu as parlé tout à l'heure, c'est que le bâtiment et sa parcelle ont un rôle à jouer sur cette question de l'adaptation au dérèglement climatique. Bien sûr, parce qu'ils peuvent intégrer des solutions dans le bâti, mais aussi, on le voit très bien sur cette photo, parce qu'on peut intégrer des solutions aussi autour de la nature en ville, de la végétalisation. Et on sait aujourd'hui, et vous le savez intuitivement, que les solutions fondées sur la nature sont un vrai levier de fraîcheur. Rappelez-vous la dernière fois que vous êtes baladé dans une rue arborée par temps très chaud. Ah, ça fait du bien. Et ben nous, aujourd'hui, sur les bâtiments, on est capable, comme ici, d'aller intégrer cette nature sur le toit, sur les façades, et aussi, bien sûr, en pied d'immeuble quand on a libéré de l'espace. C'est ce qu'on s'est mis à faire chez Bouygues Immobilier, avec une stratégie biodiversité qu'on a voulu extrêmement concrète, avec 3 actions que je vais rappeler très, très brièvement. Faire passer un écologue sur tous les fonciers, parce qu'il faut qu'on connaisse la qualité des fonciers pour créer quelque chose de pérenne. Travailler justement sur la proportion de végétal et de perméable sur le bâtiment. Et puis, développer un concept de jardin, on l'a développé avec les jardins de Galie, qui soit un peu comme ça, libre et maîtrisé, plaisant, et qui puisse garantir aussi de la fraîcheur. Alors, vous allez me dire, ok, super, soit, mais qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment frais? Qu'est-ce qui prouve que ça marche? Parce que la question de la métrique, elle est quand même très importante. Alors là, ce que vous avez à l'image, c'est le jardin, c'est le jardin de 100 mètres carrés qu'on a présenté au Salon Jardin il y a 2 ans, qu'on a pris et qu'on a délocalisé sur Nexence. Nexence, c'est une friche à Lyon qui va bientôt être transformée en quartier mixte. Et en fait, cette friche, elle est très imperméable, elle est très peu verte. Et on mesure depuis les effets de ce jardin de juste 100 mètres carrés sur une friche beaucoup plus ample pour voir ce qui se passe. Et alors, il s'en passe des trucs. Il y a de la faune et de la flore spontanée qui reviennent sur le jardin en termes de biodiversité. Il y a aussi du rafraîchissement. On mesure que les températures dans ce jardin, et notamment dans la partie rafraîchissante, ce qu'on avait conçu vraiment pour qu'elle soit rafraîchissante, les températures sont bien moindres que dans le reste du jardin et que dans le reste de la friche. Et on voit aussi combien ça consomme en eau. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de faire de manière beaucoup plus systématique. On le fait aussi à l'échelle du quartier. Là, ce que vous avez comme exemple, c'est Ginko. Cet écoquartier, c'est d'ailleurs le premier écoquartier qu'on a développé à Bordeaux. Et on a fait la corrélation en mesurant de manière extrêmement précise la corrélation entre le taux de canopée, c'est-à-dire la projection du taux de recouvrement des arbres et des feuillages avec l'ombre qu'elles portent, le taux de canopée de ce quartier et les températures de ce quartier qu'on a comparé à 2 autres quartiers à Bordeaux. Et on se rend compte que c'est direct, mais ça vous apprendra rien, mais en même temps, c'est quelque chose qui doit être intégré maintenant de manière en amont sur les programmes immobiliers. On se rend compte que c'est totalement lié. Donc, c'est des choses qu'on travaille en termes de métriques. Je continue mon propos, Pierre, pour dire que si on parle adaptation de la ville et qu'on parle végétal, il faut penser pérennité de ce végétal. Et donc, il y a un triptyque qui est absolument indissociable, et Franck t'en a un petit peu parlé, c'est celui de l'eau et celui du sol. Alors, 2 exemples de projets sur la question de l'eau. Là, ce que vous avez, c'est un projet à Vambrochy qu'on a livré, vous voyez, il y a longtemps, et sur lesquels on avait travaillé vraiment l'infiltration des eaux à la parcelle, la gestion intégrée des eaux. C'est vous qui avez fait ces nous. Absolument. Donc, on a travaillé les nous et on a travaillé les tranchées drainantes, etc. À l'aide, évidemment, de nos partenaires sur le sujet. Mais simplement pour vous dire que ça, on ne l'a pas fait à l'époque par conviction sur la question de l'adaptation. On l'a fait parce que pour des raisons économiques, c'était plus abordable. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans une entreprise comme la nôtre, on a énormément de REX et on peut capitaliser sur cette partie-là et essayer aussi, comme on l'a fait sur les jardins, comme on l'a fait sur l'écologue, d'essayer de voir comment on peut le faire et le pousser à l'échelle parce qu'on pense que c'est extrêmement bénéfique pour demain l'adaptation de nos villes. On s'est rendu compte sur certains projets où il y a eu des inondations, parce qu'on parle de chaleur, mais il y a aussi l'inondation, que l'endroit où on avait travaillé cette infiltration des eaux à la parcelle, c'était un projet à Saint-Jean-de-Bray, qui était plus bas finalement, qui était sur un point topographique assez bas. C'était un des seuls projets sur lesquels il n'y avait pas d'inondation après en fait des pluies diluviennes qui avaient créé des inondations partout autour. Le sol et la terre. Et donc ça, c'est un projet, il faut absolument... Alors, c'est un peu antithétique avec le métier de la promotion immobilière aujourd'hui dans l'esprit des gens, mais en fait, on renature aussi quand on fait de la promotion immobilière et de l'aménagement quartier. On renature, et ici, c'est comme de nombreux quartiers sur lesquels on travaille, c'est une friche qui est quasiment totalement imperméabilisée, elle fait 5 hectares, c'est une friche industrielle, et là-dessus, on va vraiment travailler sur le fait de ramener de la pleine terre.
Et cette pleine terre, on va la travailler de plusieurs manières. On travaille bien sûr la question de la dépollution, la question de la géotechnique, mais il faut aussi qu'on commence à travailler sur la fertilité des terres. Est-ce que ces terres-là sont capables de porter du végétal de manière pérenne? Est-ce que ces terres-là sont capables de garder l'eau, donc des réserves utiles d'eau pour que le végétal qu'on plante soit pérenne et que donc nos villes soient rafraîchies et soient plus, comment dirais-je, voilà, adaptables au dérèglement climatique. Donc, pour résumer le propos rapidement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, dans la promotion immobilière, on regarde à la fois le rôle du bâtiment et de sa parcelle et ce qu'on peut y mettre. Et les solutions fondées sur la nature, ça me paraît extrêmement important à mettre en avant. Et on sait aujourd'hui, par exemple, que chez Bouygues Immobilier, en 2023, on a fait mieux après qu'avant. C'est-à-dire qu'on a renaturé, si je fais un mot un petit peu, voilà, on va dire démocratique, on a renaturé des surfaces de nos projets à hauteur de 38%. On compte bien le faire à 50% d'ici quelques temps. Et donc, il faut qu'on pense cette ville de demain dans l'aménagement. Voilà, là, juste 2 derniers projets. Ça, c'est California. C'est un projet de bureau à Malakoff. 2500 mètres carrés de terrasses accessibles, végétalisées. Les utilisateurs, ils attendent ça aujourd'hui. Ils attendent le bas carbone, mais ils attendent aussi du bien-être en ville. Le Covid est passé par là. Et donc, je pense qu'on ne pourra plus revenir en arrière là-dessus. C'est extrêmement important. Et donc, il faut s'entourer d'architectes qui sont, et tu vas en parler, Maude, qui sont capables aussi de proposer des projets qui ont cette sensibilité et qui travaillent à la fois le bas carbone et à la fois l'adaptation au dérèglement climatique. Voilà ce que je pouvais dire sur le sujet, sans dépasser trop mon temps, Pierre. Génial. On a même les transitions. Si on peut appuyer encore sur la zapette. Voilà. Et on donne la parole à Maude. Effectivement, on a parlé de cahier des charges, on a parlé d'ambition, mais il faut lui donner une forme. Ouais, elle est un peu difficile. Et la forme, c'est aussi, et pas que, l'apanage de l'architecte. Maude, de chez Maude Cobet, architecte. Que pouvez-vous nous en dire? Maude, tout simplement. Bonjour à tous. Très heureuse de partager cette table ronde avec Franck et toi, Olivia. Architecture, on n'est pas nombreux dans la salle, malheureusement. D'ailleurs, je sais combien d'architectes dans la salle? Ah, quand même, oh, c'est sympa. Merci les copains. Oh, je suis rassurée. Je dis souvent des maîtres d'ouvrage. J'imagine dans un salon, il n'y a que des architectes et il y a un maître d'ouvrage. Bah, nous, c'est à peu près pareil, mais à l'inverse. Bon, mais il y a des nanas, donc c'est super. Bon, pardon, c'était juste pour... Très heureuse parce qu'on ne parle pas suffisamment d'architecture, on ne parle pas suffisamment de beauté, on ne parle pas simplement d'aspiration. Et si on va arriver à proposer des solutions innovantes, des solutions qui fassent bouger les lignes, il faut être inspirant. Donc moi, je m'essaye au quotidien depuis 20 ans maintenant de travailler ce sujet de densification urbaine. L'architecte a un rôle primordial. On est là pour créer des liens. On est là pour créer des liens entre les époques, l'architecture patrimoniale, mais l'architecture du banal. On est là pour créer des liens également avec les générations, ces familles qui sont décomposées, qui se recomposent, ces jeunes, ces vieux, on va vieillir en ville. Et puis on est là aussi pour créer des liens entre la ville et les campagnes. Il y a plein de solutions et Franck les a exposées tout à l'heure et Olivia, l'eau, l'air, du bon sens. Voilà, donc là je vais vous exposer simplement quelques projets qu'on a fait à l'agence avec des collaborateurs exceptionnels. Et je voulais simplement sensibiliser aujourd'hui, à travers ma prise de parole, l'importance de remettre le rôle de l'architecte et des partenaires au centre du débat. L'architecture, on l'oublie de plus en plus, on parle de plus en plus de tech, on va revenir à des essentiels, l'artisanat, le bon sens, et c'est avec des gens comme Franck et Olivia qui n'ont pas de dogme qu'on pourra avancer. Donc ça, c'est un projet qu'on est en train de livrer à Paris dans le 12e arrondissement. Je vais aller super vite. C'est une image qu'on a retrouvée. On a été voir un peu comment était le bâtiment. C'était un IGH, un immeuble de grande hauteur dans le 12e arrondissement, créé dans les années 70. Une architecture un peu iconique puisque vous êtes en forme de colimaçon. On a une sorte d'escalier qui s'enroule. Et cette architecture des 70, on la connaît bien parce qu'elle a été construite, on construisait des jardins sur des parkings. Donc là, vous voyez du verre, mais en fait, en dessous, il n'y a que du béton. Donc on nous demande, en 2024, de renaturer, de ramener de la nature et en même temps de densifier. On peut y arriver. On va regarder un peu cette architecture-là et on va la scanner. Je te disais tout à l'heure, on va parler de médecine. Oui, un bon architecte, c'est un bon médecin qui va venir scanner le bâtiment, qui va analyser ses pathologies, qui va venir réparer, qui va venir greffer des éléments. On va s'intéresser au sous-sol. Ces parkings, ils ne servent plus à rien. Et puis, on va essayer de créer des espaces habités en rez-de-jardin en faisant des patios. Donc, on va creuser, on va démolir, on va déposer un permis de démolition. Ce n'est pas un gros mot, démolir encore. On peut démolir si on va revenir à chercher la nature. Mais on va densifier parce qu'il faut aussi que le bilan économique, qui est cher au maître d'ouvrage, mais on comprend, bien, c'est normal,
puisse tourner. Donc, on va faire une extension. Et cette extension-là, on va la rendre la plus invisible possible, puisqu'on est fait face à des architectes des bâtiments de France, la Commission du Vieux Paris et quelques gens qui aussi essaient de nous aider à nous projeter dans le futur, mais il y a quand même quelques contraintes. Donc, on va essayer de faire disparaître cette densification-là. Avec une architecture assez habile. On va préfigurer, c'est la partie centrale du bâtiment, la réversibilité. C'est un immeuble qui reste à usage de bureau, mais dans le court ou dans le long terme, on pourra le transformer en habitation. Et moi, personnellement, je pense que vous, c'est pareil. Si vous voyagez un petit peu, si vous allez dans les pays asiatiques, aux États-Unis, à New York ou à Londres, pas très loin, on rêve de cette verre verticale où vous avez, comme le faisait Le Corbusier, les programmes qui s'empilent, donc du logement, du bureau, et pourquoi pas dans le dernier étage, un rooftop, un restaurant. Donc ici, nous n'avons pas un restaurant, nous avons un bistrot qui est malheureusement pas encore ouvert au public, puisque le futur preneur souhaite garder sa tour accessible au privé, mais malgré tout, elle a été pensée pour que demain, toute ou partie de la tour puisse être appropriée. Vous aurez noté que dans la coupe, on a déjà le ballon des Jeux Ouais, Olympiques. alors attends, merde, il faut que je revienne en arrière. Zut, ça marche comment? On coupera le rouge, excuse-moi. Pardon, voilà, j'ai fini. J'aime bien ce petit dessin, c'est un copain illustrateur qui l'a fait. Illustrateur, et donc on voit toute cette ville qui grouillonne. Et c'est possible. Donc on a 90% du budget qui a été loué aux grosses œuvres. La façade, elle est réversible, elle est là, elle est maintenue en l'état. Et on a cette fameuse serre au dernier étage qui était dédiée à l'agriculture urbaine. Évidemment qu'on ne va pas produire des carottes et des choux-fleurs en grande masse. On est là simplement pour redonner du bien-être à cet espace, de sacraliser un peu cette nature en ville. Les serres d'Auteuil à Paris, à Lyon, vous avez des magnifiques halles qui reçoivent du végétal. Et ben pourquoi pas à Paris, on remettrait sur cette nature. Au dernier étage, vous remarquerez que sur un IGH, on a réussi à mettre du bois. On est passé à côté de la fameuse doctrine pompier. J'ai eu de la chance. Voilà, un autre bâtiment. Donc là, on est plutôt dans l'architecture iconique, on est dans l'architecture dite banale. La banalité, bah oui, c'est aussi nos professeurs qui ont construit quelques petites hérésies à l'époque, et donc on devait venir pour réparer. Donc cette architecture, c'est ce bâtiment qui est une maternité actuelle qui appartient à la fondation Richard Wallace. Richard Wallace qui a donné de l'eau dans la ville de Paris. Encore un grand innovant, et donc cette maternité va déménager, et donc le propriétaire éclairé nous demande de faire une faisabilité pour la transformer. Donc on a imaginé une architecture, alors le terme est un peu pompeux, bioclimatique, simplement pour dire que le bon sens c'est de dire on va rajouter des matériaux biosourcés en façade. La pierre, ça tombe bien, on a le Valois-Perret, on adore la pierre, elle est élégante, elle est géosourcée, elle est intemporelle. On va mettre des grandes casquettes qui vont permettre des usages, donc on va sortir de l'extérieur. Donc c'est un hôtel, certains me diront Maud, ça sert à rien d'avoir des balcons dans un hôtel puisque ça sert à rien. Non, en fait, si, ça crée de la valeur. Et puis surtout, dans le long terme, on va penser réversibilité dans le long terme, on pourra tout ou partie transformer cet hôtel en logement. Et ces casquettes, ces canopées vont permettre de protéger du soleil. Dernier sujet que j'apprécie particulièrement, qui est porté par ICAD, Laurent qui est à mes côtés à gauche. On est sur une architecture autrement banale, à la Pardieu, avec un ancien parking en béton. La ville de Lyon, vous savez, le quartier Pardieu a été construit autour de la ville. La ville a été construite autour de la voiture, excusez-moi. Et donc, on nous demande de venir redonner un socle actif et de transformer cet ensemble d'immobilier de bureaux en un ensemble pour se projeter dans un avenir plus beau. Donc là, j'aime bien cette image parce qu'on a essayé de composer trois choses. Le patrimoine de la Pardieu avec ce béton préfabriqué qui est l'héritage de Lyon. On est venu rapporter une densification en rajoutant 2 étages à partie supérieure, et surtout on est en train de faire des tests pour pouvoir remplir les murs porteurs de la façade en terre crue. On est sur 5 niveaux, la terre on peut la porter, elle se porte elle-même. Elle a un avantage qui est triple. Le premier, c'est que c'est beau, la terre. Deuxièmement, c'est local, et troisièmement, elle va permettre le déphasage. Le déphasage, c'est l'amélioration de la tenue de la chaleur dans le temps. C'est-à-dire que peut-être qu'un jour on sera obligé de mettre de la ventilation pour, évidemment, dans les grandes canicules, rafraîchir le confort à l'intérieur, mais on va, je dirais, reculer cette échéance-là. Voilà. Et pour finir, je parlais tout à l'heure de beauté et d'architecture. J'assume le mot monnaie nature. N'ayez pas peur, maître d'ouvrage, de dire à vos architectes, c'est bien la monnaie nature, et également à vos ingénieurs. La monnaie nature, c'est utile. La monnaie nature, ça vous crée du beau. Haussmann a fait des magnifiques façades à Paris. Il y avait des choses qui avaient l'air de servir à rien. Et ben en fait, ça sert à quelque chose. Et donc là, j'assume le fait que nous avons une façade qui n'est pas lisse, elle a du relief, elle est belle, elle a de la monnaie nature, et elle est utile. Merci. Elle a de la monnaie nature, elle est en pisé, cette terre crue qu'on retrouve dans le Lyonnais, dans le Forêt et dans le Dauphiné. Et très souvent, dans les maisons traditionnelles, vous retrouviez à côté une zone humide, une petite mare qui était creusée à partir de cette terre qui était utilisée pour les murs.
On a abordé les nous, on a abordé la végétalisation, on a vu des feuilles de monstera tout à l'heure. Alors ne les mangez pas, s'il vous plaît. Vous pouvez parler d'agriculture urbaine, mais on ne mange pas le monstera, ça n'est pas très agréable. Il y avait une question qu'on voulait aborder très brièvement, puisqu'il nous reste à peu près 7 minutes. Donc je vais vous demander une réponse courte. C'était celle des compétences. Parce qu'au fond, un promoteur, un architecte ou un ingénieur conseil qui agit en amont et puis qui accompagne les architectes, vous n'êtes pas forcément spécialiste de ces sujets. Comment on fait? On intègre des compétences, on travaille avec de nouvelles en créant des associations comme le CIBI. Comment fait-on, Olivia? Alors peut-être 2 niveaux de réponse. Sur les compétences par rapport à la nature en ville, je pense que le CIBI, c'était vraiment sa vocation de rassembler et de permettre à 2 filières de se parler, celle du bâtiment, de l'aménagement, et puis celle des paysagistes, des écologues, et aujourd'hui des pédologues. Qui sait ce que ça veut dire pédologue dans la salle? Allez, levez la main, faites plaisir à Olivia après avoir fait Voilà. plaisir à Maud. Alors, Vous ça êtes ne moins veut nombreux pas que les dire architectes. Podologue, ça ne veut pas dire podologue. Un pédologue, c'est un spécialiste du sol. Et donc, si on veut travailler sur des projets comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, il faut qu'on intègre à notre équipe des pédologues et des hydrologues. Voilà. Et donc, peut-être une profession qui fait vraiment la base du CIBI depuis le départ, c'est l'écologue. L'écologue, c'est comme le médecin généraliste et il va renvoyer sur cette série de professions. Et donc, on apprend à travailler main dans la main avec eux parce qu'on va dans ces démarches peut-être de labellisation. Et c'est qu'un début, et en se fréquentant et en se connaissant, on arrive à travailler ensemble. Juste une autre chose par rapport à l'adaptation, il faut aussi qu'on ait des compétences par rapport à la projection de ce que vont devenir les actifs dans le temps. Aujourd'hui, de manière réglementaire, il faut qu'on regarde avec Batadapt, ce logiciel par exemple, enfin, nous c'est celui qu'on utilise, à quoi sont exposés ces actifs dans le temps, à la chaleur, à l'inondation, etc. Et quels sont les leviers en face pour répondre. Ça, je pense aussi que voilà, qui est spécialiste aujourd'hui de l'adaptation des bâtiments? Il faut commencer à développer des compétences de ce point de vue-là, et il faut arriver à parler avec le langage des gens qui travaillent chez nous à la conception. Et donc voilà, il y a tout un travail qui est en route sur ces sujets-là aujourd'hui. Batadapt et Biodibat de l'OID du programme BIG qu'on salue. Maud, Franck, question compétences. Comment on fait, Maud? On revient à du bon sens et puis on s'entoure de compétences idoines? Alors, depuis toujours, moi, je suis architecte, mais j'ai fait une formation design très jeune, donc je me suis toujours intéressée à la petite échelle. Et je pense qu'un bon architecte, c'est comme le faisait Charlotte Perriand, comme le faisait Jean Prouvé, c'est comme on l'a fait dans le grand mouvement du Bauhaus. Bauhaus, peut-être pas terrible de le dire, Bauhaus. C'est de dire, en fait, on est en 2024, il y a eu, après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de bâtiments à reconstruire, ils étaient dans la merde. Nous sommes dans la merde. Comment on peut faire? Tous ensemble, industriels, maîtres d'ouvrage, architectes, designers, paysagistes. Soit on a cette sensibilité et on décloisonne ensemble. Donc, au propre, dans mon cabinet, par exemple, mon agence, j'aime bien un peu orchestrer l'ensemble et après, je fais appel à des spécialistes. Je ne suis qu'une généraliste, je ne suis pas spécialiste. Heureusement que Franck est là pour nous aider. Et il faut aussi de la volonté et du courage. Et le courage, ça veut dire avoir l'objectif de court terme et l'objectif de long terme. On a des solutions, il faut simplement mettre maintenant, enfin activer, avec un peu de bon sens et du courage, et y aller à fond. Du courage, c'est la grande Sophie, c'est aussi la grande Maud. Et Franck, qu'en dit-il? Alors, bon, sur la la transdisciplinarité, je peux être que d'accord, parce que j'ai passé ma vie à faire ça. Mais par contre, je pense qu'il y a une autre dimension importante. C'est que là, on a tous un peu abordé la question du vivant en ville, ou même quand on parle d'air, d'eau, en fait, on est en train d'intégrer des éléments dynamiques et vivants dans des processus de conception qui, jusqu'à maintenant, cherchaient plutôt l'inertie, quoi. Enfin, tout doit être sous maîtrise. En fait, la question de, ce que j'ai dit là tout à l'heure rapidement sur Montpellier, l'altération des cycles écologiques, c'est en fait un excès de maîtrise par rapport au risque. C'est-à-dire que dès qu'il y a de l'eau, en fait, on la canalise parce qu'on n'a pas envie qu'elle vive en ville. Sauf qu'en la canalisant, en fait, on va on va la rendre plus dynamique et plus vivace en amont. C'est-à-dire que pour avoir maîtrisé le risque à un endroit, finalement, on va le reporter en amont. Et en fait, on fait ça sur tout. C'est-à-dire qu'on a dans des approches d'aménagement des territoires, d'urbanisme, de construction, où il y a une volonté totale de détermination avec l'idée que le risque, tout élément vivant doit être réduit finalement à quelque chose de totalement statique, un peu mort, pour pouvoir être maîtrisé. Et en fait, si on ne change pas de rapport
à la question de la dynamique du vivant, si on n'accepte pas qu'un arbre, par exemple, à un moment, longtemps, les paysagistes utilisaient des arbres un peu comme des briques. Ils faisaient des paysages, enfin, de la scénographie paysagère. Un arbre, ça vit. Un cycle de l'eau, c'est quelque chose de vivant. Les continuités de la flore et de la faune, c'est quelque chose de vivant. Et donc, il faut changer de rapport à ces éléments, les accepter comme tels. C'est-à-dire qu'on peut faire des PPRI, on peut mettre des digues partout, mais on sait que finalement, ça créera encore plus de problèmes demain. Et donc, il faut plutôt essayer de vivre, par exemple, avec la dynamique de l'eau, avec une ville qui est capable d'encaisser des étiages différents. Il faut vivre avec la présence du végétal, la présence des petits animaux, etc. Et donc, c'est vraiment changer de rapport à cette question du vivant. C'est pas vouloir en permanence tout maîtriser pour tout domestiquer, parce que c'est comme ça que finalement, on crée la rupture entre l'homme et son environnement. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. C'est Respire de Mickey 3D 2000 qui reste tout à fait d'actualité par rapport à ce que vous nous dites, Franck. Cette humilité face aux aléas du vivant, ça n'est pas le jardinier que je suis qui vais vous contredire. Humilité qui a la même racine qu'humus. Il y a une gageure, la dernière, pour nos intervenantes et nos intervenants, c'est un mot, un rêve. Si vous voulez la définition, l'explication qu'il y a derrière ce mot qu'ils sont en train de préparer, eh bien rien de plus simple. Après avoir suivi ce live sur LinkedIn, vous leur adressez un message privé et vous aurez la réponse, ou vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire sur cette publication du C3D. Olivia, un rêve pour la ville de demain. Alors, j'ai envie de dire un mot, mais vous ne comprendrez pas pourquoi. Sous-optimalité. Sous-optimalité, c'est un des principes du vivant. Il faut qu'on l'intègre dans nos bâtiments et dans notre manière de construire. Maud. Je vais faire un peu de politique. J'entendais notre nouveau Premier ministre dire qu'on avait une énorme dette économique et une dette écologique. Et je rêve d'un grand ministère où, par la culture, par l'art et par l'écologie, on réactivera l'économie. Ah, je pensais que vous alliez parler de la dette sensible, qui aurait été un autre sujet. Non, je ne suis pas assez experte. Franck, pour conclure. Un mot. Non, mais tu as une action à mettre en œuvre tout de suite et un rêve. En fait, j'allais rebondir sur. Enfin, j'allais à peu près dire ce qu'a dit Maud. En fait, je sais pas. D'abord, il faudrait peut-être. On a dit pareil. C'est ça. Non, il faut expliquer les coulisses. Non, mais le premier truc à faire, c'est peut-être c'est changer de Premier ministre, je sais pas. Non, mais parce que quand on commence à remettre en cause le ZAN, alors que c'est une des plus belles lois récentes qui soit, ça suffit, quoi. En fait, c'est la première loi où, enfin, on peut reconnaître le sol, et derrière le sol, la terre, et derrière la terre fertile, comme étant une ressource à préserver et à valoriser. Donc de commencer à dire qu'il faut revenir en arrière sur le ZAN, je pense que là, c'est pas de l'ordre du rêve, c'est de l'action à mettre en œuvre immédiatement. Après, on peut aussi, comme il faut de toute façon contraindre, en fait, il faut absolument aboutir ce qui est issu de la Convention climat sur le fait d'inscrire la préservation de l'environnement et la défense du vivant dans l'article 1 de la Constitution. Et puis après, je sais pas, il y a peut-être aussi, tout à l'heure on a parlé des acteurs, des nouveaux acteurs. En fait, il faut déjà aussi que tous les opérateurs ne sont pas aussi peut-être vertueux que ce qu'a montré Olivia. Donc déjà, il faut au moins conserver dans les projets les acteurs qui sont capables de porter ça. Vous comprendrez si vous voyez le post que j'ai fait sur LinkedIn ce week-end. Du coup, peut-être aussi transférer les budgets de l'écologie, des budgets marketing, RSE et RH vers des budgets projets. Eh bien, merci. En un mot, comme on sent, nous avons parlé aujourd'hui d'énergie, de carbone, mais surtout de vivant, d'atténuation, mais aussi d'adaptation, de l'échelle de la géographie jusqu'à celle de l'intime, de l'architecte, du promoteur, de l'ingénieur. Je vous conseille la lecture, c'est toujours en vente dans les meilleures librairies. L'urbanisme, vecteur de transition de Franck Boutet, Grand Prix de l'urbanisme 2022. Vous n'en avez eu qu'un petit aperçu. Si vous en voulez plus, vous lisez le bouquin. Évidemment, les commentaires en lien avec cette vidéo. Merci. Olivia Conil-Lacoste, directrice RSE de Bouygues Immobilier et présidente du Conseil international biodiversité et immobilier. Merci Maud Cobet de Maud Cobet, architecte. Je vais arrêter de la faire et membre de l'Académie d'architecture. Et merci enfin Franck Boutet, fondateur et président de l'agence Atelier Franck Boutet. En un mot, comme un 100, nous avons parlé de vivant, car cette semaine sort les 101 mots de la RSE qui ont été coordonnés par Monsieur Fabrice Bonifay, président du C3D. Et il y a un rendez-vous important, c'est mercredi après-midi, je crois. Surveillez bien les réseaux.
Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. Cultivez votre jardin. J'ai défait mon générique habituel. Et surtout, restons en lien. Merci.